C'est le moment de passer aux questions, aux commentaires. Donc, je vous laisse la parole. Je vois qu'il y a Pierre-Yves Larouche-Maltais qui voudrait intervenir. Donc, 1, 2, est-ce qu'on m'entend? oui. Parfait, merci. Donc, merci pour les présentations. Ma question irait à Madame Anne-Marie Gagné-Julien. Donc, c'est par rapport à votre solution. Vous avez parlé d'un comité d'examination des valeurs pour trouver des bonnes valeurs. Mais selon quels critères peut-on déterminer quelles valeurs sont bonnes en vertu du fait que le propre des valeurs, c'est qu'on ne s'entend pas? On peut difficilement s'entendre sur ce que sont des bonnes valeurs. Et est-ce que choisir tous des hommes blancs ultra-conservateurs sera un moyen de régler le problème? Sinon, pourquoi? Merci. Salut Pierre-Yves. Merci pour la question. Oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est le défi de ce type d'approche-là en philosophie des sciences. C'est à partir du moment où on reconnaît qu'il y a des valeurs, il y a un lot de nouveaux problèmes qui émergent de ce choix-là. Disons, on peut régler certains problèmes passés, mais un lot de nouveaux problèmes. Après, des pistes de solutions, mettons, là, sur lesquelles il faudrait que je travaille davantage, mais première solution, c'est peut-être pas nécessaire qu'il y ait un consensus sur les valeurs qui sont admises. Il peut y avoir, par exemple, ça peut être une prise de décision par majorité après un processus délibératif. On peut imaginer aussi que s'il y a vraiment dissension, il y aurait peut-être un pluralisme admis dans les choix de catégories. Donc, on pourrait dire, par exemple, on pourrait définir le trouble mental de façon X si on veut diminuer la stigmatisation des patients, mais on pourrait définir le trouble mental de manière Y si notre but, c'est, je ne sais pas moi, d'augmenter l'accès aux soins des patients. Par exemple, il peut y avoir, disons, on pourrait admettre une pluralité de définitions pour accommoder plusieurs objectifs liés à la psychiatrie. Fait que ça, c'est des pistes de solutions sur lesquelles je travaille, mais après, je m'intéresse là, à l'idée de désaccord, disons, fondamental vis-à-vis les valeurs, puis comment on peut faire sens de ça dans une conception de la science qui admet les valeurs. Fait que ouais, je dirais ça pour le moment. Je ne veux pas parler trop longtemps, là. Je dirais ça pour le moment. C'est des pistes, mais c'est un bon problème. Voilà. Monsieur Bronsard qui lève la main. Oui, merci pour la présentation, les présentations. Je voulais juste ramener votre attention sur la solution que vous proposez, qui serait un système d'objectivité sociale. Alors, déjà, le problème de l'objectivité est une question importante et en science, l'objectivité est très critiquée aussi. Donc, et surtout en fonction du DSM-5 ou du 3 ou du 5 finalement, qui est en fait une décision plus ou moins finale avant l'impression d'un livre, etc. Donc, l'objectivité, en plus, qui est déjà en soi un problème, et en plus qu'elle soit sociale. Alors là, il y a un deuxième problème qui se présente. Je ne sais pas comment vous arrivez à trouver des solutions possibles vis-à-vis de ça. Oui, dans le fond, disons, peut-être pour recontextualiser l'objectivité sociale pour elle-même, qui n'est pas dans le contexte de la psychiatrie, là, mais dans le fond, c'est sûr que ça peut faire bizarre de parler d'objectivité sociale alors que généralement, on associe l'objectivité à justement quelque chose de pas social. À la base, le concept d'objectivité servait à représenter la relation d'un observateur ou d'une observatrice vis-à-vis le monde qui l'observe, puis c'était tout. Ça, c'était l'objectivité. Quelqu'un est impartial, puis il regarde le monde, puis il le décrit comme ça. L'objectivité sociale, ça vise à proposer une conception de l'objectivité qui serait plus accessible dans un contexte où on admet qu'en fait, les sciences peuvent être influencées
par des valeurs, puis que la science, c'est beaucoup plus compliqué qu'un observateur ou une observatrice, puis le monde. Fait que, disons, c'est comme une alternative peut-être plus en phase avec la manière dont se pratique réellement la science. Après, moi, je suis d'accord, puis ben, dans un sens, je trouve ça passionnant, mais c'est qu'à partir du moment où on reconnaît qu'il faut penser différemment l'objectivité, parce que la manière dont on l'avait conceptualisé avant était incorrecte, inexacte, inaccessible, ben là, c'est une représentation de la science beaucoup plus complexe, puis l'enjeu, c'est vraiment de savoir, ben, OK, si on accepte les valeurs, à quel moment elles sont plus permises? À un moment donné, il faut quand même qu'il y ait des barèmes d'évaluation de la connaissance scientifique, même si les valeurs sont présentes. Je pense que c'est ça l'enjeu. Moi, donc, de manière générale, je prétends vraiment pas solutionner tous les problèmes de l'objectivité sociale. Ce que je peux dire, c'est que je trouve que dans le contexte de la psychiatrie, c'est un modèle qui pourrait être applicable. Fait que c'est ça. Fait que je mets de côté là, la science en général, puis je dirais en psychiatrie, je pense que c'est un modèle qui est applicable, surtout parce que mettons dans le DSM, ça s'intègre dans le processus de révision du DSM, il y a plusieurs comités qui sont en charge de plein de trucs. Après ça, ces décisions-là sont agrégées, puis il y a plusieurs niveaux de prise de décision. Je me dis, mais donc, un nouveau comité, disons, s'insère bien dans cette structure-là de prise de décision. Ça pourrait être une solution pour s'assurer que les valeurs qui, effectivement, entrent en ligne de compte dans la catégorisation psychiatrique soient réellement discutées. Mais après, c'est ça. Est-ce que tout est réglé? Je pense pas, mais... Je sais que j'aimerais peut-être d'apporter une petite nuance à la proposition que vous faites de solution. Au lieu de parler d'objectivité, ça serait peut-être genre une tendance vers l'objectivité. Donc, ça donne une place à une certaine forme d'incertitude qui est couverte justement à l'intérieur de ce concept-là d'objectivité qui, en fait, est un faux problème en réalité. Oui. Ben, je pense que c'est vraiment c'est un bon point, en fait. Puis je pense que c'est plus juste là, d'interpréter cette notion-là d'objectivité sociale comme un idéal à atteindre plutôt que quelque chose de réel auquel on est parvenu. Oui, c'est un bon point. Mais de Merci. le suggérer dans la proposition de solution, c'était peut-être intéressant pour laisser de l'ouverture. Oui, c'est un bon point. Merci. Merci. Jérémy Dion a levé la main. Bonjour, j'avais une question pour Cathy. Merci pour toutes les présentations, c'était très intéressant. Celle de Cathy, j'ai vraiment aimé les images. En fait, c'est vraiment cool d'inclure des images comme ça du blog autopathographique. J'aimerais peut-être entendre davantage sur la question d'aborder en toute fin la conclusion, la professionnalisation des patients. Le cas que tu as présenté est vraiment intéressant parce que il y a une vraie professionnalisation à partir d'un blog, mais pour des patients qui n'auraient pas accès à cette modalité-là, j'aimerais peut-être entendre sur d'autres types de professionnalisation effective des patients. Est-ce que c'est quelque chose que tu creuses, que tu as intérêt à creuser? Là, tu parles de professionnalisation des patients à l'extérieur du web social. Je veux pas d'autres exemples. Juste pour contextualiser, là, ce qui m'intéresse dans la notion de professionnalisation des patients, c'est d'aller ressourcer comme la création de connaissances, puis aller s'intéresser à la perspective des patients, dans le fond, puis peut-être mitiger les effets d'asymétrie entre les soignants et les patients. Peut-être. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. OK, mais moi, dans le cadre de mes activités professionnelles, je collabore avec 2 chaires de recherche au CHUM et dont l'expertise, c'est le partenariat patient. Là, à Montréal, on a inventé un modèle qu'on appelle le modèle de Montréal sur l'inclusion de l'expertise patient à différents niveaux, là, que ce soit clinique, de la gouvernance, des soins. Il y a même des patients-chercheurs maintenant qui participent même au design de la recherche. Fait que ça, c'est quelque chose qui se fait tout à fait hors ligne, là, qui est vraiment un virage du partenariat patient qui est en train de se prendre dans le réseau de la santé, là, ici comme ailleurs.
Sinon, il y a d'autres exemples de professionnalisation de patients aussi qui se déroulent sur le web que je trouve intéressantes où la professionnalisation prend aussi une forme entrepreneuriale. Ça, j'ai découvert ça avec mon sujet d'étude, c'est-à-dire qu'ils vont mobiliser le web social pour créer des entreprises autour de leur expérience de la maladie. Donc, j'ai vu, par exemple, des jeunes femmes qui ont lancé une ligne de cosmétiques sans perturbateurs endocriniens. Ça, c'est vraiment nouveau, ce phénomène-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Là. Ça a lieu, cette réflexion-là, sur la professionnalisation des patients puis leur intégration, dans le fond, à la réflexion au changement là, organisationnel en santé à l'extérieur du web. Puis il y a des choses aussi qui se passent sur le web à cet égard-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des commentaires pour nos participants? Moi, j'avais une question pour Anne-Marie, mais j'espérais qu'il y ait des questions pour quelqu'un d'autre parce que je me sentais mal un peu. Je me demandais, mais au fond, c'est une question peut-être un peu difficile, mais c'est parce que j'ai un peu le même genre de projet où je me questionne sur les normes du discours scientifique en sciences d'éducation. Puis c'est beaucoup dans l'abstrait, puis centré sur la communauté de recherche. Puis je percevais le même aspect au sens où on parle de la définition de la maladie mentale, mais après, je ne connais pas le DSM, je ne sais pas comment c'est lu par les gens qui pratiquent quand ils sont assis avec un patient dans leur bureau, mais justement, en bout de ligne, une fois que cette définition-là va être révisée, quand je ne sais pas si on dit un médecin, un psychiatre, peu importe, ça se fait avec son patient puis doit faire un diagnostic, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça a un impact concret que tu es capable de décrire ou est-ce que ça reste dans la théorie psychiatrique? Oui, c'est une bonne question, là, le lien entre la définition générale du trouble mental puis les catégories de diagnostic particulières, puis ultimement, la relation de soins ou en tout cas la relation patient-psychiatre. C'est sûr que d'un point de vue philosophique, on veut que les choses soient cohérentes, fait qu'on veut que la définition influence les catégories de diagnostic, qui influence la relation patient-psychiatre. Par contre, présentement, il y a des analyses qui sont faites justement qui montrent que la définition qui est adoptée dans le DSM n'a pas vraiment de rôle contraignant pour les diverses catégories diagnostiques là, du DSM. Fait que, par exemple, il y en a qui font qui prennent la définition, puis là, qui vont regarder les critères diagnostiques de certaines catégories, puis qui vont dire, ben en fait, ça ne respecte pas le critère de la détresse, par exemple, ou de l'incapacité. Fait que là, on a comme une définition générale, mais les catégories qui sont associées à cette définition-là ne sont pas conformes. Fait que déjà, ça, c'est un problème conceptuel pour nous, les philosophes. Puis le nouveau problème, donc, il y a des études qui ont été faites sur la manière dont les praticiens, donc les psychiatres, qui sont des médecins, dans le fond, utilisent le DSM. Puis ça, c'est super intéressant parce qu'il y en a qui révèlent qu'en fait, ils vont donner des diagnostics particuliers en fonction des soins qui sont associés à cette catégorie-là. Par exemple, comme psychiatre, je pourrais vouloir donner le diagnostic de l'autisme à quelqu'un, pas parce que je pense réellement que la personne a l'autisme, mais parce que je sais que si je donne ce diagnostic-là, en fait, la personne va être prise en charge dans, par exemple, une classe spécialisée. Je pense que ça va être bon pour certains symptômes, si on veut, qui sont associés à la personne. Et là, c'est un truc encore plus bizarre sur le plan conceptuel où, dans la pratique, en fait, même le diagnostic n'est pas nécessairement perçu comme quelque chose de, quelque chose d'absolu, de fixe, qu'on doit absolument, il faut vraiment que les patients correspondent 100% au diagnostic. Et c'est comme c'est comme plusieurs niveaux d'analyse. Ultimement, est-ce que la définition du trouble mental peut se rendre jusqu'au patient? Je ne sais pas si c'est ça ta question, mais je la comprends comme ça, là, mais ben, oui, dans le sens où si toutes les choses sont conceptuellement bien, la définition va circonscrire le domaine du pathologique. Fait que ça va déterminer quelle catégorie on inclut puis quelle catégorie on exclut. Par exemple, l'homosexualité est exclue du domaine du trouble mental. Fait qu'un psychiatre ne peut pas diagnostiquer quelqu'un avec le trouble homosexualité parce qu'on l'a retiré du domaine, dans le fond. Mais après, au sein même des catégories qui sont admises, non, effectivement, il n'y a pas de... cette définition-là a peu d'impact sur la relation. Ça serait mon interprétation sur le vif, là, mais
j'ai l'impression que non, cette définition-là a peu d'impact sur cette relation-là. Je sais pas si ça répond. Julien qui voulait intervenir. Oui, ben dans le fond, c'était pour pointer le lien peut-être entre les deux dernières présentations qu'on a eues. D'habitude, quand on parle de cette relation entre... je vais vouloir faire répondre les deux conférenciers. D'habitude, quand on parle de cette relation entre la façon dont les catégories sont formulées, par exemple dans le DSM, et comment elles sont ensuite utilisées sur le terrain, on évoque le caractère, dans le cas du DSM, le caractère très catégoriel du DSM. C'est-à-dire que chaque maladie, tu as une petite boîte fermée, puis tu es dedans ou tu ne l'es pas. Tu es autiste ou tu ne l'es pas. Selon cette logique-là. Ça va bien au-delà de comment la catégorie a été faite ou est-ce qu'elle est valide en clinique. C'est la question des frontières qui devient centrale. Puis la question que je voulais lancer peut-être à Danick là-dessus, c'est, puis peut-être que si Anne-Marie veut rebondir, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que les gens, les patients dont la situation est toujours négociée font avec ce caractère catégoriel-là? Est-ce que c'est accepté? Est-ce que c'est contesté? Est-ce que ça fait consensus? Le caractère, justement, catégoriel, clos de ces définitions pathologiques. Vous m'entendez bien? Bon, ben, comme Anne-Marie a dit tantôt, je pense qu'il faut distinguer la catégorisation qui est faite par le DSM, puis après ce qui est fait sur le terrain. Notamment les parents d'enfants autistes, par exemple, ils vont justement, étant donné que le diagnostic va être associé avec des services sur le plan scolaire, sur le plan du système de santé, ben, ils vont essayer d'aller chercher le diagnostic s'ils voient qu'il y a quelque chose qui cloche, disons, avec leur enfant. Moi, j'ai vu beaucoup de parents dont les témoignages étaient genre je suis allé voir 8 spécialistes pour finalement me faire dire qu'ils étaient autistes quand je le savais dès le départ. Donc, je pense que les parents, qu'est-ce qu'ils font avec cette rigidité-là sur le plan plus catégoriel du DSM, ben, je pense qu'ils essayent de jouer beaucoup sur les frontières pour un petit peu avantager leur enfant dans l'espoir qu'il y ait des services, en fait, qu'il a besoin. Fait que je pense que c'est pas aussi rigide en pratique que, en fait, le DSM le sous-entend. Je sais pas si Anne-Marie voulait ajouter quelque chose. Oui, j'abonde dans ton sens, là. Je pense que c'est vrai que c'est beaucoup plus souple dans la pratique. Puis, en fait, j'ajouterais aussi que, en fait, même le DSM a cette volonté-là de dépasser justement le caractère catégoriel de ces catégories. Fait que quand ils ont révisé le dernier DSM, le DSM-5, un des enjeux centraux qui a été discuté, c'est est-ce qu'on fait ce qu'ils appelaient la révolution dimensionnelle. Puis l'idée, c'est est-ce que dans le fond, on ne devrait pas reconceptualiser tout ça sur la base de dimensions plutôt que sur la base de catégories. Puis ben, ça a plus ou moins été fait, là. Puis, tu sais, il y a plein d'enjeux super non théoriques, là, genre, c'est un peu compliqué, les gens sont habitués à utiliser les catégories. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui peut être invoqué comme raison de ne pas faire un changement. Mais en même temps, fait que ça, c'est un premier truc. Donc, c'était une volonté quand même là, que les concepteurs du DSM avaient. Mais un autre élément, c'est aussi que dans une certaine mesure, le DSM n'est pas absolument catégoriel, au sens où, pour la majorité des diagnostics, là, il y aurait sûrement des nuances à faire, mais pour la majorité des diagnostics, c'est une liste de critères, mais il ne faut pas se carrer sur tous les critères. Donc, souvent, c'est des boîtes de critères conjoints, puis il faut avoir A, B, C, mettons. Puis, dans ces critères-là, ben, tu en as, je sais pas, 2. Puis là, après ça, tu en as... mais tu sais, je peux en avoir 6 comme 2. Il y a quand même l'idée de seuil, mettons, pour appartenir à la catégorie. Puis en tout cas, certaines personnes ont déjà défendu que, d'une certaine manière, c'est ajouter de la dimension au sein des catégories. Mais ouais, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est bon pour les patients? C'est vraiment, je pense, des questions ouvertes, là. Ouais. Mais merci, c'était un bon point.